notre invité, c'est Jean-Marc Desjans. Et là, on va ouvrir ce débat d'idées autour de la poésie de Jean-Marc Desjans. Donc, j'ai vu des mains levées. Oui, monsieur. Il me vient à l'esprit une citation de quand vos animaux, ils te parleront, mais vous finirez par vous connaître. Ne leur parle pas, tu ne les connaîtras jamais. Que l'on ne connaît pas, on le craint. C'est une très belle phrase, effectivement. Ça résume très bien ce que j'étais en train de dire. Parfait. Oui, non, vous êtes. Moi, j'aimerais bien rester Oui. en fait, ce que je veux savoir, quel est le message? Parce que dans ma vie, il y a toujours des signes. Oui, Et il faut déchiffrer ces signes-là. bien sûr. Alors, selon vous apportez Je me suis, en fait, une fois que j'ai su et que les années ont passé, etc., en fait, je me suis rencontré. C'est-à-dire, en vieillissant, je me suis aperçu, par exemple, que j'avais de moins en moins de copains, que j'avais de moins en moins de gens autour de moi, etc. Comme ce loup, en vieillissant, il a perdu tous ses copains, il a perdu tout son... Et donc, je me suis dit, je me suis rencontré. Et vous aviez quelque chose? Alors, si vous permettez, monsieur Desjans, même texte, même modus operandi. Mais bravo pour la... Je ne sais pas qui a écrit, mais bravo pour les personnes sont là devant vous. Mais bravo pour le texte que vous avez écrit. Alors, c'est le même procédé, un mot, une phrase, un paragraphe, l'écriture intuitive ou automatique et leur définition du mot clé sublime. Alors, le premier mot, je suis. Une phrase, ce mystère de l'autre. Toujours une pénombre, un nocturne qui tempête ou apaise. C'est selon. Un paragraphe, je ne suis pas illettré, mais je le deviens devant toi, devant nous, devant l'indicible de nos paysages intérieurs. Je ne suis pas un alphabète, mais je le deviens si souvent dans ce monde embrouillé, noyé, qu'il ne sait plus écrire l'espoir. L'écriture intuitive ou automatique, je ne suis pas désespéré, juste, sans mots. Pente raide, vers quel sommet, dit. Mais je marcherai, paume ouverte, vers le soleil, vers le champ des cueilleutes. Et tu me diras, parfois, où poser le pas, où reprendre notre souffle. Peut-être les mots reviendront-ils tracer des sillons dans ma mémoire grise, au rythme de mes pas qui veulent encore labourer ces terres humides de nos pays inventés. Leur définition du mot sublime, c'est l'imprévu, le délicieux, le divin, la beauté, l'infiniment humain. Alors je vous invite à réagir, répondre. Encore une fois, je trouve que c'est pas trop... J'ai l'impression d'avoir écrit quelque chose de beau. J'ai l'impression d'avoir écrit quelque chose de beau parce que les textes qu'on vient de lire sont magnifiques. Il y a toujours, dans ce que vous écrivez, il y a toujours effectivement
de larges moments du recueil qui est bâti sur une infinité de questions, sur une infinité d'interrogations, mais interrogations parfois, non pas parfois, des interrogations qui sont toujours, et ça j'y tiens, insolubles. Je déteste les questions qui ont une facile... Je ne crois pas aux choses faciles, de toute façon. Ça, c'est bon pour les journalistes de Radio-Canada. Je ne crois pas aux choses faciles. Il n'y a pas, ou aux politiciens, c'est la même chose. Je ne crois pas aux choses, je ne crois pas aux choses faciles, aux solutions faciles. Dès que vous pouvez régler un problème, si vous en mettez deux qui ont un rapport, c'est déjà un peu problématique. Si vous en avez trois, et quand on regarde la réalité, elle est tellement complexe, elle est difficile. Parfois, on l'adore, cette complexité. Parfois, on l'adore, cette réalité. Parfois, elle est trop difficile. On est découragé de cette réalité, etc. Mais la chose, c'est que la modernité voudrait bien nous faire croire que c'est la première fois que les choses sont aussi difficiles. Non, ça a toujours été extrêmement... Essayez de vous imaginer ce que pouvait être, il y a 150 000 ans, ce que pouvait être la réalité quotidienne des gens. C'était incroyable. Et ils ont réussi à survivre. Ils ont réussi, justement par le sublime, ils ont réussi à passer... essayez de vous imaginer maintenant un reportage à Radio-Canada ou à Télémétropole, peu importe, ils sont tous pareils. Essayez de vous imaginer un jour, je souhaite aux politiciens de trouver le sublime. Ce serait ça la conclusion de son reportage. Il se fait mettre à la porte le lendemain matin par Radio-Canada. Mais pourtant, c'est clair qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire d'accepter non pas un élément, mais tous les éléments en contradiction, en opposition. Pourquoi? Parce que ce sont les choses de la vie. Ce sont des choses tout à fait normales, hein, comme le beau et le laid sont des choses tout à fait normales, quotidiennes, etc. Mais on en tasse un, on tasse l'autre, etc. Mais en même temps, c'est impossible. L'être humain est fait de sublime. Il est humain justement parce qu'il est sublime, c'est-à-dire en capacité de créer le plus beau et le plus laid simultanément, ou en tout cas, peut-être pas de le créer simultanément, mais de le vivre de façon extrêmement intense, continuellement. Alors, comment je pourrais dire, vos textes, en fait, les deux premiers et celui-là, évidemment, je dirais, vous avez su effectivement voir dans les textes tous ces jeux, justement, d'opposition, de complémentarité, et des complémentarités, pas nécessairement, comment je peux dire, des complémentarités sont pas nécessairement des complémentarités amicales. Ça peut être des complémentarités qui s'opposent, mais qui sont nécessaires, comme un atome avec des plus et des moins. Hein, pour produire de l'électricité, ça prend tout de même des éléments opposés qui créent l'électricité. Est-ce que c'est mauvais, l'électricité? Je ne pense pas. Alors, donc, il y a les oppositions, l'homme et la femme. Des oppositions qui créent des choses, qui a toujours créé des choses extraordinaires. Hein? Malgré tout ce qu'on peut imaginer de violence, de difficultés, etc., etc. L'humanité est née de cette opposition entre le fameux vieux signe du yin et du yang qui se complètent.
Je veux dire, et chez les gens du Nord, c'est fondamental. Dans le recueil, je fais référence à un moment donné à l'homme de pierre vivant. À un moment donné, je parle de l'homme de pierre vivant. C'est, vous savez, tout le monde connaît ça. C'est ces espèces d'amoncellement de pierres. Hein, des Inukshuk. Eh bien, Inukshuk, ce que veut dire Inukshuk, c'est l'homme vivant. L'homme de pierre vivant. Pourquoi est-ce qu'il est vivant? Eh bien, parce que les animaux, hein, donc c'est souvent les Inukshuk sont placés de façon stratégique. Les animaux sauvages en ont peur. Ils sont comme moi par rapport au loup. Ils ont peur de l'homme de pierre parce que l'homme tire, peut tuer. Alors, très souvent, les animaux se dirigent vers les chasseurs et ils deviennent plus faciles à chasser. Et pourtant, ils sont totalement immobiles, ils sont complètement innocents, ces hommes de pierre. T'as des animaux 10 fois plus gros que ces hommes de pierre, ils pourraient les bousculer. Non, c'est une image. Mais l'image, elle n'est pas fausse, elle est vraie, puisqu'ils agissent en fonction de cet homme de pierre qui vit, mais qui vit dans leur tête, qui vit pas dans la réalité, mais qui vit dans leur tête, dans leur imagination. Alors, tous ces jeux de ce qui est inventé, ce qui est imaginé, tout ça, j'ai essayé justement d'en faire des unités. Non pas des oppositions, non pas voici l'illusion et voici la réalité. D'ailleurs, il y a une chose, je peux vous dire, je ne sais pas ce que c'est que la réalité, je ne sais pas ce que sont les illusions. Pas plus que les animaux savent la différence entre un homme avec son harpon et l'homme de pierre immobile. Je ne le sais pas. Il y a des choses faciles, mais il y a plein d'illusions que je me fais dans la vie de tous les jours. J'imagine que ceci, ou j'imagine que c'est mal. Quand je vois un loup, j'imagine qu'il va me tuer. Et pourtant, I'm here to talk to you. OK? Et puis ça pendant un mois. Pas une heure, pas... Hein? Alors, donc, il y a des choses imaginées, mais qui sont plus réelles, très souvent, que les choses réelles. Alors, ce sont ces hommes de pierre qui font en sorte que le groupe d'Inuits qui chasse va ramener de la chair pour les enfants, qui va ramener de la nourriture pour la famille, mais aussi pour le groupe. Hein. Il n'y a pas de... enfin, je ne connais pas. Il n'y a pas de groupe Inuit, ou même plus au sud que les Inuits. Il n'y a pas de groupe Inuit sans une pièce un peu grande comme ici. Hein. Un réfrigérateur secondaire populaire pour la communauté. Alors, si je suis pas chanceux, la journée de la chasse ou la semaine de la chasse, si je suis pas chanceux, je sais que je mourrai pas de faim parce que mon voisin a ramené un caribou complet. Puis bon, pour manger un caribou complet, il faut être quelques personnes. Et donc, je peux prendre une cuisse et rester vivant. Donc, c'est un collectivisme, comment je veux dire, non marxiste, c'est un collectivisme d'une grande beauté. Et les paresseux, ceux qui ne vont pas à la chasse ou qui y vont pas longtemps, ben ils finissent par ne plus être capables d'ouvrir la porte du réfrigérateur collectif. C'est fou, hein? On a changé le cadenas, puis la clé, elle ouvre plus le cadenas. Va chasser, puis on va ouvrir le cadenas. Alors,
Il y a donc c'est cette espèce de vie au quotidien avec les illusions, les chants, il y a pas, vous savez, il n'y a pas que dans les aventures de Tintin, il n'y a pas que dans les déserts de sable et de soleil où il y a des hallucinations. Il y a aussi beaucoup d'hallucinations dans les pays de la neige. Parce que le soleil aussi frappe, etc. Et le blanc de la neige peut produire toutes sortes d'effets lumineux, etc. Il y a donc des illusions. Il y a donc, mais en même temps, ce n'est pas une illusion, puisque on le sait scientifiquement, les effets de ta. Mais sur le coup, c'est un message. Il y a toute une signification de ces illusions qui donc ne sont pas des illusions puisqu'ils ont un sens. Ok. Alors donc tous ces éléments-là, chant nordique, chant mystique, tous ces éléments sont tenus en compte. C'est-à-dire qu'ils changent de place, oui, mais qui sont toujours dans un état de vrai, faux, haut, bas, etc., mais sans qu'il y ait nécessairement de contradiction entre le haut et le bas, la gauche et la droite. Tous les éléments s'échangent ou changent de place ou parfois de signification. Dites-vous que nous sommes limités au point de vue mots. Pensez-vous que les mots sont limités et qui nous empêchent d'expliquer l'inexplicable par rapport au mystique, par rapport à la connexion avec les éléments. Il y a un trait dans la création spirituelle. Une phrase très courte. C'est la job des écrivains. C'est la job des écrivains. Autant les chamans dans les cultures nordiques, par exemple, etc., sont des inventeurs. Autant les écrivains chez les Occidentaux doivent être des inventeurs des nouvelles réalités, d'être capables de les nommer, d'être capables de tenir compte des rapports entre les langues, etc. Par exemple, vous avez sans doute vu dans les poèmes parfois un drôle de français. Mais c'est pas un drôle de français. C'est juste qu'il n'y a pas qu'un seul français. Et en dehors de ma maîtrise sur les gens du Nord, j'ai beaucoup travaillé en ethnolinguistique. Et j'ai beaucoup travaillé sur la naissance de la langue française, par exemple. Et donc, il n'y a pas qu'une seule langue française, j'ai besoin de vous dire. D'ailleurs, on parle français au Québec depuis plus longtemps qu'en France. Hein? Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les Français eux-mêmes. 1792, je peux même vous montrer le document. Vous pouvez encore le voir, le document. Aujourd'hui. Il y a... pardon? Molière n'était plus de la partie. Molière, par exemple, je suis très content que vous parliez de Molière, un auteur admirable. Quand on dit que Molière, hein, c'est l'équivalent chez Dante de l'italien, c'est l'inventeur de l'italien moderne, Shakespeare, l'anglais, etc. Vous savez que Molière, quand il va commencer à écrire, il est en tournée. Hein, parce que à Paris, il n'y a pas le droit de jouer, etc. C'est des choses grossières, il n'y a pas le droit de jouer. Et donc, il va
aller de village en village, de petite ville en petite ville, et il fait le tour, pendant 20 ans, il a fait le tour de la France. Et toutes ces pièces ont été écrites, non pas en français, mais dans le patois en fait, dans le français des gens auxquels il s'adressait. Il est le premier auteur français à faire parler des serviteurs. Ça n'existait pas avant Molière. Et les serviteurs parlent la langue patois, parce qu'évidemment, ils viennent du cru. Ils viennent des lieux. Ils parlent avec un accent, ils utilisent des mots qui sont pas utilisés à Paris. Alors, quand on dit que Molière est le maître de la langue française, oui, mais pas de la langue française, mais des langues françaises qui se parlaient. Je donne un exemple. 1792, on crée en France, tout de suite après la Révolution, on crée en France la Déclaration des droits de l'homme. Savez-vous combien de personnes en France pouvaient lire cette déclaration? 5 millions. Ils étaient 28 millions. Il y avait donc 23 millions de gens qui ne pouvaient pas lire la Déclaration des droits. Ça veut donc dire qu'il y avait des gens qui avaient plus de droits que d'autres. 5 millions sur 28. OK? C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, je pense, si ma mémoire est bonne, l'abbé Grégoire, qui est un abbé en période post-révolutionnaire, ça fait drôle, mais c'était un anticlérical, même s'il était abbé. Alors, l'abbé Grégoire fait une enquête et dit à Robespierre, etc., « Monsieur, votre déclaration des droits écrite en parisien ne peut être lue par personne, sauf à Paris, ne peut être lue par personne en France. Donc, votre déclaration des droits et libertés, elle n'est faite que pour une minorité de Français. Et on va donc décider, en bon royaliste, en bon républicain, on va décider d'imposer la langue française en France. Et la langue française parisienne va être imposée et ça va marcher jusqu'à la toute fin du 19e siècle, c'est-à-dire au tout début du 20e. Ça veut dire qu'en France, on parle le français actuel que depuis 124 ans. Au Québec, on parle français depuis beaucoup plus longtemps que ça. Alors, voyez que les choses sont extrêmement relatives, etc. Alors, quand moi j'écris en français, j'écris dans tous les français. Alors, vous avez des phrases là-dedans qui sont des phrases quasiment copiées dans des manuscrits du 13e siècle ou du 14e siècle, etc. Il y a des phrases qui ressemblent beaucoup à l'anglais. Non, c'est l'anglais qui ressemble à la langue française. Mais maintenant, c'est la langue anglaise. Mais c'était la langue française au point de départ. Alors, donc, j'utilise toutes les langues. Toutes les langues françaises que je peux utiliser. Stabilité dans votre développement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, critiques là-dessus?